Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bientôt partir en camping-car. Quels sont les différents points à regarder? C'est parti. En ce qui nous concerne, disons qu'on part pratiquement, on roule toute l'année. En sens où tous les week-ends on est sur la route avec le camping-car. On va pas forcément bien loin, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a tout le temps et à chaque fois on regarde les différents points qui sont à voir, je dirais, sur notre camping-car, que ce soit les pneumatiques, que ce soit le gaz, toutes ces choses-là. Alors, je vais vous faire une petite liste de ce que l'on fait, de ce que l'on regarde, quand je dirais nous faisons les grandes révisions sur notre camping-car. Bien évidemment, je dirais le premier point, ce sont les choses quasiment essentielles, c'est-à-dire la cassette, l'eau, les eaux grises, toutes ces choses-là. Bon, la cassette, elle a été vidée. Bon, c'est logique. On a mis du silicone sur le joint, choses comme ça, pour l'hivernage et tout. Donc la cassette, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que voilà, un contrôle. On met du produit dedans. Sauf pour ceux qui ont le SOG. Alors pour ceux qui ont le SOG, bien évidemment, on regarde si la filtration est encore efficace, le filtre, l'état du filtre, toutes ces choses-là, et le fonctionnement, bien évidemment, de la ventilation. Ça, c'est pour les eaux noires. Pour les eaux grises, en ce qui me concerne, si je dois laisser mon camping-car, chose qui ne nous arrive jamais, mais quand je fais, je vais dire, quand ça m'est arrivé de ne pas avoir à utiliser pour des raisons d'opération, par exemple, donc le camping-car n'a pas bougé pendant plusieurs mois, et donc de le laisser sans tourner, sans tout ça. Donc ce que je faisais, le dernier voyage que je faisais dans les eaux grises, je vidangeais bien évidemment les eaux grises, je remplissais le réservoir d'eau grise avant que de revenir chez moi, je dis bien, je remplissais le réservoir d'eau grise de 30, 40, 50 litres d'eau par exemple, et je mettais du produit de la lessive, ni plus ni moins de la lessive dedans. Moi j'aime bien l'Ariel, Potts, là, vous voyez, ces trucs-là, donc j'en mettais un, je diluais ça dans l'eau, je versais ça dans l'évier, et ensuite ça coulait, ça allait dans la cuve d'eau grise, et le temps de rentrer, pour aller jusqu'au point de vidange, on faisait, je vais dire, 30, 40, 50 km sur la route avec les virages, avec tout ça. Ça brassait bien la cuve d'eau grise et le produit, la lessive, donc nettoyait toute cette cuve-là. Après ça, il suffisait de vidanger. Ça sentait bon parce que ça sentait la lessive, d'accord, et donc ça me permettait de laver, de rincer, de dégraisser aussi cette cuve d'eau grise. Voilà ce que je pratique. Donc je ne sais pas si vous faites la même chose, mais en ce qui me concerne, en tout cas, ça allait bien, parce que quand je reprenais le camping-car après, quand je l'ai repris, j'ai eu aucun problème. Ça sentait bon, il n'y avait pas de mauvaise odeur. Si vous laissez votre cuve comme ça, vous risquez d'avoir des champignons, tout ça, qui se mettent dedans. D'accord, ce sont les eaux grises, mais c'est pas très agréable, hein, quand même. Donc voilà, et vous le laissez après, le robinet ouvert pendant un certain temps pour vraiment ça s'égoutte, et après vous le refermez. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de bestioles qui remontent par le robinet. Je connais des gens qui ont retrouvé des lézards, des choses comme ça, qui sont venus hiverner eux aussi dans les cuves des insectes en tout genre. Voilà. Ensuite, l'eau, véritablement, là c'est le plus gros problème. Il y a plein de produits qui existent pour l'eau claire, bien évidemment. On fait ce que l'on veut. En ce qui me concerne, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai mis du vinaigre, j'ai eu des champignons, j'ai dû retirer, et je vous garantis que c'est une tannée sans nom, j'ai dû retirer ma cuve, ça c'était sur Manugé, j'avais mis du vinaigre. Alors peut-être je n'en ai pas mis assez, mais j'avais mis plus d'1 litre facilement dans le peu d'eau qui me restait. Il devait me rester peut-être 20 litres d'eau. J'avais mis plus d'1 litre de vinaigre, je crois même que j'avais mis 2 litres de vinaigre. Et j'avais eu des champignons après, des espèces de méduses qui se baladaient dans le réservoir d'eau claire. Je peux vous garantir que
Ça donne pas envie de boire de l'eau, ça c'est une évidence. Mais franchement, ce qui me concerne, ça ne me donnait pas envie de me doucher le matin en sachant que j'avais ça dedans. Donc j'ai dû retirer la cuve et j'ai tout nettoyé, rincé. Donc, faites comme vous voulez. Moi, c'est de la javel, hyper concentré. Je mets ça dedans. Je peux vous dire que, voilà, je n'ai plus jamais eu de problème avec ça. Donc, ce qui fait que quand on reprend le camping-car, lorsqu'on le sort d'hivernage pour reprendre une saison, en ce qui me concerne, je vous l'ai dit, c'est toute l'année, donc j'ai plus ce problème-là. Donc il suffit de refaire le plein d'eau. Alors pour l'eau claire, un plein. On essaie de rouler un petit peu sur 10 km, 5 km, ça suffit. On rince après, et après on peut repartir. Moi, je suis pas de conseil à donner, mais c'est ce que je préfère faire. Voilà. Je vous dis ce que je fais, pas ce qui est forcément à faire. Il y a peut-être d'autres qui ont de meilleures recettes. En ce qui me concerne, cette recette-là ne m'a jamais posé de problème, ne m'a jamais causé de soucis. Je pense que c'est quand même pas négligeable, ce genre de choses. Bon. Après, en sécurité, alors en sécurité, il y a plein de choses sur la sécurité. Il y a les pneumatiques. Voilà. Selon l'état des pneumatiques, bien évidemment, les pneumatiques qui ont 10 ans, c'est... Voilà, je vous le dis, les miens ont 10 ans, je les change tous les 4. Ils ont 10 ans, depuis que j'ai le camping-car, j'ai pas changé les pneumatiques. La dernière fois, j'avais fait faire la géométrie sur le véhicule parce qu'on avait fait des travaux sur le train avant. Comme le gars qui fait la géométrie, c'est un centre de pneumatiques à la base, je lui ai demandé donc de contrôler mes pneumatiques. Non seulement sur l'âge, ça c'est une chose, mais il n'y a pas que l'âge. Disons qu'un pneu peut avoir 10 ans, ne pas être craquelé. S'il n'est pas trop usé, on peut considérer que faire quelques kilomètres, ce sera possible. Par contre, si vous devez faire comme nous là, on va certainement partir au Portugal cette année, et ben les pneumatiques, je ne vais pas m'amuser à partir au Portugal, par exemple, avec des pneumatiques usés, même s'ils ne sont pas usés à la corde, mais usés, trop vieux, 10 ans, c'est bien trop vieux. C'est à partir de 6 ans, il faut commencer à regarder ces pneumatiques. Et surtout, c'est quand les pneumatiques sont craquelés. Alors là, c'est un pire que tout. Alors, pourquoi je le fais d'office parce que je pars au Portugal? C'est pas le fait de partir au Portugal, c'est que il fait chaud. Voilà. Et quand il y a de grosses chaleurs, les pneus ont tendance à gonfler plus facilement. C'est pareil, ils sont gonflés à l'azote, mais quand vous donnez votre camping-car à contrôler chez un mécanicien pour quoi que ce soit, il vous fait la pression du pneu, regarde pas que vos valves sont vertes, donc gonflées à l'azote, et vous met de l'air. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. Le phénomène de l'azote, les avantages de l'azote sont perdus. Donc, les pneumatiques, lors des fortes chaleurs, gonflent. Et la pression des pneus, si à l'origine elle est correcte, ils sont surgonflés, surtempérés. Donc ça se craquelle, si les pneus sont trop vieux, ça se craquelle, même si au départ ils ne l'étaient pas véritablement. Et puis vous allez faire de la route, ça va pas les aider ça. Donc ça va pas les arranger. Donc un conseil, contrôlez vos pneus. Faites contrôler vos pneus, même, par quelqu'un de correct, bien évidemment, qui connaissent dans le pneu, qui en change fréquemment. C'est pas pour autant, moi je vous dis, près de chez moi, il y a un gars qui fait les pneus, il fait que ça toute sa journée, hein, pratiquement. Il y a 4 ou 5 employés là-dedans, et ça tombe plein pot, ils ne font que ça, pratiquement, plus le paralléliste, changer les pneus. Et je lui ai demandé simplement de me dire ce qu'il en était de ces fameux pneumatiques. Donc il m'a dit, bah voilà, vous faites 3, 4, 5 000 km, ils sont faits depuis, et après ça, pensez à les changer. Donc je vais changer mes pneumatiques. Pour vous, si vos pneumatiques n'ont pas, je dirais 6 ans, bon, vous les contrôlez sur l'usure, vous contrôlez les témoins, bien évidemment, vous voyez, les témoins d'usure, vous contrôlez bien évidemment les pressions, pression à froid, je dis bien pression à froid, d'une part, et puis regardez bien, l'indice de pression c'est indiqué en PSI sur votre pneumatique. Regardez bien aussi si c'est pour les gros camping-cars, je parle bien. Pour les vannes, il n'y a pas de souci, mais pour les gros camping-cars,
la norme CCP. Je vous le dis parce que, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo là-dessus qui a fait pas mal de polémiques. Les assureurs regardent sur les gros camping-cars si c'est du C ou du CP. Et l'assurance ne marche pas forcément si c'est du C. Donc contrôlez bien ça. Une fois que vous avez fait ça, pour vos pneumatiques, on va dire que sur le plan sécurité de route, vous êtes pas mal. Ensuite, il va y avoir quoi? Eh bien évidemment, il va y avoir la sécurité du moteur. C'est-à-dire que si votre moteur n'a pas été révisé, si vous n'avez pas fait la vidange, si vous n'avez pas changé les filtres, vous avez pas mal de problèmes qui vont certainement se produire. Problème, c'en est peut-être pas pour vous, mais moi, de la surconsommation, parce que le filtre à air est quasiment bouché, ça engendre des fumées, une très mauvaise carburation. Vous avez donc votre camping-car qui n'avance pas, qui se traîne, qui consomme. Voilà, quand on fait beaucoup de kilomètres, vaut mieux éviter ça. Un filtre à air, ça coûte pas beaucoup. Vous pouvez le changer vous-même, même le filtre à air. Voilà. Le filtre à gasoil, c'est comme le filtre à huile, ça se change en même temps. Un filtre à gasoil, ça se change pas forcément tous les ans, faut pas croire ça. Mais tous les 2-3 ans, d'office. 3 ans, c'est sûr et certain, faut le changer. De toute façon, si le gars qui vous fait votre vidange, ou si vous faites votre vidange, vous démontez le filtre, autant le changer. Vous pouvez pas le contrôler véritablement, savoir s'il est bouché ou pas, sauf les filtres en verre qui ont la cartouche. Là, vous changez la cartouche, ça coûte peanuts, ça coûte rien une cartouche. Donc vous la changez carrément. Voilà. Sinon, si vous allez chez un garagiste, si vous faites la vidange, il va vous changer votre filtre à huile d'office. Et si vous lui dites changez-moi le filtre à gasoil, si c'est un gasoil bien évidemment, il le fera. Si vous lui dites il n'a qu'un an, il a été changé l'année dernière, le touchez pas, et il le laissera, et ce sera très bien. Voilà, ça c'est la partie, je dirais, moteur pour être sécurisé. Bien évidemment, les niveaux pour le freinage, les niveaux pour l'eau, toutes ces choses-là, et puis quand je dis pour l'eau, lave-glace, bien évidemment, les lave-glaces, les essuie-glaces, et puis bien évidemment le niveau d'eau pour la température du moteur, le liquide de refroidissement plus exactement. Voilà, ça ce sont les points essentiels à regarder pour être tranquille, Alors dans les filtres, bien sûr, vous pouvez changer le filtre aussi d'habitacle. Si vous avez un climatiseur, par exemple, enfin la clim dans votre véhicule, vous pouvez changer le filtre d'habitacle qui vous permet, donc c'est le filtre particules, voilà, c'est pas plus mal, déjà parce que la clim fonctionnera beaucoup mieux, vous aurez plus d'air et la filtration ne sera que meilleure, moins d'odeur aussi, parce que si vous avez un véhicule qui a quelques années, le filtre d'habitacle, vous voyez ce que je veux dire, hein, quand on met la clim en route, ça pue un peu. Hein. Donc ça, vous pouvez le faire, le changer ou le faire changer. Ça aussi, ce sont des points à contrôler. Alors bien évidemment, j'en parlais à l'instant, les essuie-glaces, ça c'est impératif, les essuie-glaces. Vous allez forcément rencontrer de l'eau, vous pouvez le changer, bien sûr, n'importe où vous trouvez des essuie-glaces, c'est une garantie, mais les essuie-glaces, une fois que c'est fait, vous êtes peinard, au moins vous êtes peinard. Il existe aussi des produits que l'on met sur le pare-brise du véhicule, ça coûte assez cher, ça aide à l'eau pour s'échapper du pare-brise, elle glisse, c'est eu des perlants, voilà. Bon, maintenant, c'est à voir, J'ai essayé ce genre de produit, c'est efficace, mais bon, il faudra peut-être qu'il fasse un effort pour que l'efficacité soit réelle et dure dans le temps. Alors je sais pas, je vous en parlerai parce que je suis en relation avec une personne, je vais voir ce que sur un produit, ce qu'il en pense véritablement et les tests dans le temps. Parce qu'à l'instant T, quand on met un produit, à l'instant T, ça marche très bien, mais quelquefois 2-3 mois plus tard, avec 5000 coups d'essuie-glace, le produit il sert plus à rien. Donc à quoi ça sert, voilà. Le point le plus grave, je dis bien, c'est le gaz. Alors le gaz, pourquoi? Parce que le gaz, vous avez plein de durites, des lyres, ce qu'on appelle. Vous avez déjà les lyres qui sont en sortie des bouteilles. Elles ont une date, elles ont donc une péremption,
faut pas la dépasser cette date-là. Elles peuvent être très bien, c'est lire, mais si elles ont dépassé la date notée dessus, 2022, on est en 2022, si indiqué 2022, vous êtes juste, mais si vous avez une lyre qui est en 2021, elle va être impeccable, hein, parce qu'elle va pas perdre de sa qualité en un an, c'est une évidence. Mais si vous arrive quoi que ce soit, l'assurance fonctionnera plus. Voilà. L'assurance va voir ce que ces lyres-là, si toutefois, donc elle va voir que ces lyres-là ne sont pas de la bonne année, qu'elles sont dépassées, même si elles ne sont pas craquelées, quoi que ce soit, vous perdez toute votre garantie, toute votre assurance. Donc, à contrôler les lyres, toutes les lyres. Après, il y a le gros dilemme. Là, je ne sais quoi répondre sur une chose déjà, c'est-à-dire, on va parler du gaz. Alors, le gaz, généralement, c'est du propane. En bouteille, c'est du propane. Alors, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. C'est que je suis allé dans le Gard, il y a peu de temps, rappelez-vous, il y a la vidéo qui... et j'ai des bouteilles que j'ai achetées chez Leclerc, pour ne pas les nommer. C'est du Clair Gaz, ça s'appelle. Et ces bouteilles sont particulières. Particulières en quoi? C'est leur forme qui est particulière. Il n'y a pas de poignée, je veux dire, qu'on visse, vous savez, comme sur les bouteilles traditionnelles. C'est la poignée, elle est directement soudée à la bouteille, et ça ne peut se remplacer que chez un magasin Leclerc. Le problème est que si vous êtes dans une région où il n'y a pas de magasin Leclerc, eh ben vous avez plein de choses qui ne fonctionneront plus si vous n'avez plus de gaz. C'est-à-dire que j'ai encore le réfrigérateur qui marche au gaz. Je réfléchis à ça d'ailleurs pour le remplacer, pour être en électrique. Pourquoi? Parce que je suis autonome en électricité à présent, mais complètement autonome. Donc j'ai le fil à la patte, comme on dit, à cause du gaz. Parce que le réfrigérateur fonctionnant au gaz, si j'ai plus de gaz, j'ai plus de réfrigérateur. Conclusion, je suis obligé, quand je sais que je ne vais plus avoir de gaz, je suis obligé d'aller dans les terrains de camping. C'est un peu dommage d'être obligé de payer uniquement pour le gaz. Vous voyez? C'est-à-dire que tout le reste peut fonctionner sans le gaz. Le chauffage, mon chauffage, maintenant c'est un gasoil, vous savez, c'est un chauffage huile plus exactement. Mais en fait, j'ai mon chauffage, j'ai l'eau chaude aussi qui est au gaz, que je vais bientôt, ça fera l'objet d'une autre vidéo, que je vais bientôt transformer pour faire un chauffage comme j'avais sur ma Nugget auparavant. Je mettrai le lien sur la vidéo là. Où j'avais le chauffage en instantané avec un Webasto Top C, que j'avais toute une modification que j'avais faite, je le referai comme ça sur celui-ci. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que ça me fait le problème du gaz en moins. Voilà. Sur des bouteilles, je dis bien de propane. Hein, la bouteille de propane. Donc la bouteille de propane, en ce qui me concerne sur ce véhicule-là, j'ai 2 bouteilles de propane. Vous allez me dire 2 bouteilles de propane, normalement ça fait assez. Ça dépend, parce que si vous allez dans des zones, ça m'est arrivé, je vous dis, quand on est allé se promener les dernières vacances, là, on avait besoin de se chauffer. Fort heureusement, j'avais le système à air, à gasoil, d'accord, mais ça, plus, l'eau chaude qu'il me fallait chauffer au gaz, plus le réfrigérateur au gaz, faisait que j'étais pas parti avec une bouteille pleine. Et donc je me suis vite retrouvé sur une seule bouteille. Et je partais du principe que si cette bouteille-là se vidait en un temps X, je partais pour 15 jours tout de même, et je risquais d'être en panne de gaz. Je peux vous dire que c'est pas angoissant, il n'y a pas de quoi... mais c'est énervant de se dire, voilà, j'ai pas ma station pour le gaz, donc le choix de la bouteille est assez judicieux là, voilà. Donc c'est une chose, ça, sur le gaz. Si vous partez à l'étranger, comme là par exemple nous allons partir au Portugal, c'est sûr et certain, je n'aurai pas le gaz au Portugal. Pourquoi? Parce que mes bouteilles sont différentes, ou les bouteilles portugaises sont différentes. Donc il va me falloir soit partir sans bouteille et arriver au Portugal à acheter 2 bouteilles, ou acheter une seule bouteille sans avoir de rechange. Ça va être galère. Soit placer le GPL. Alors c'est ce que font beaucoup. Place une bouteille GPL. Là encore,
je suis assez partagé, je dirais, sur le GPL. Pourquoi? Parce que le fonctionnement gaz est complètement différent, puisque le GPL n'est rien d'autre qu'un mélange butane-propane. D'accord? Selon les marques, selon les pays, on a plus ou moins de butane, plus ou moins de propane. Voilà. Mais c'est que les bouteilles, alors ils s'en achètent en Belgique à 250 € la bouteille. Vous avez des kits qui se vendent aussi. Voilà. Il y a un gros problème avec ça, qui est que quand on change les bouteilles, qu'on met du GPL, il faudrait logiquement le faire par quelqu'un qui est agréé gaz GPL, qui vous fait une facture et une attestation comme quoi ça a été fait par un professionnel. Si vous achetez des bouteilles GPL ou quoi que ce soit et que vous le faites vous-même, vous n'avez aucun agrément, d'accord? Même si vous savez le faire, et j'en doute même pas, mais même si vous savez le faire, vous n'avez aucun agrément. Et l'assurance, faut pas qu'il y ait d'incendie, faut pas qu'il y ait de problème au niveau du gaz, parce que l'assurance ne fonctionnera pas, vous n'avez pas l'agrément, vous m'avez compris. Donc votre installation, vous pouvez la faire aux normes, en faisant une modif GPL. Voilà, ça c'est le gros problème. Par contre, l'avantage, c'est que là, le GPL, vous en avez partout. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai plus de 25 km à faire pour en trouver du GPL. C'est pas ce qu'il y a de mieux quand je dis partout, vous voyez, pas partout forcément. Bon. Ensuite, il y a... Certains vous diront, j'ai regardé, je vous le cache pas, j'ai regardé, il y a des kits, j'irais dire internationaux, pour remplir les bouteilles de gaz au GPL. Ouais, vous m'avez bien entendu, voilà, remplir les bouteilles de gaz propane au GPL. Alors, en France, totalement interdit. Voilà, c'est totalement interdit en France. C'est un adaptateur qui vient se visser sur la bouteille de gaz propane, et arrivé à la station, on met le pistolet de GPL sur cet embout-là, avec plusieurs adaptateurs pour l'Espagne, pour différents pays européens, je dis bien, qui vous permettent donc de charger votre bouteille. Vous ne la chargez pas à 100%, puisque ceux qui le font, parce qu'il y en a qui le font, ceux qui le font chargent les bouteilles 18 litres, 19 litres, 20 litres, voilà, le maximum étant 23 litres. Mais 23 litres, vous prenez là de véritables risques pour vous-même. Je ne parle même pas de loi ni quoi que ce soit, de véritables risques. Le GPL gonfle beaucoup plus que le propane ou le butane, peu importe. Et ce qu'il y a, c'est que vous vous retrouvez en surpression et il n'y a rien sur une bouteille de propane, rien du tout pour la sécurité. Alors, la bouteille de GPL, elle, a un niveau pour le remplissage, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la remplir plus que cette fameuse tolérance de vide pour que le gaz puisse s'expanser, d'une part, et ensuite, vous avez une soupape de sécurité. Alors, là encore, il y a des controverses, parce que la soupape de sécurité, c'est-à-dire que quand le gaz est trop, on va dire trop, la soupape libère du gaz. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas quelqu'un à côté en train d'allumer sa cigarette. Parce que là, la sécurité, je suis désolé, mais c'est une soupape de sécurité, mais si quelqu'un fume à côté de votre camping-car à ce moment-là, il n'y a pas de sécurité plus pour autant, quoi. En plus, les bouteilles de GPL, il faut les fixer fortement, alors que c'est une bouteille de gaz traditionnelle, mais c'est la loi, c'est la norme qui est comme ça. Donc, voilà, controverse, certains j'en connais même plein, qui ont l'adaptateur, qui chargent leur bouteille de propane avec du GPL, qui vont dans les stations, ils préparent avant l'embout, ils ouvrent la porte pour les bouteilles de gaz, et ils chargent avec le pistolet GPL. Alors le gros avantage, c'est que, on trouve du gaz de partout, le GPL, on en trouve assez fréquemment quand même. 2, c'est que ça revient bien moins cher que d'acheter une bouteille de gaz. Et j'avoue que j'y songe à ça. J'y songe, mais le souci, c'est qu'une bouteille de gaz, même si vous l'achetez en Belgique, ça vaut 250 € quand même. Et si vous achetez un kit de gaz avec tout l'ensemble et tout ça, faut compter entre 450, 500, 600 €.
Mais si vous le posez vous-même, ben vous perdez, de toute façon, vous n'avez pas l'agrément. Donc vous n'avez aucune garantie pour autant. Et si vous le faites faire chez un professionnel, ben on va pas parler d'économie de gaz, là. On va juste parler de confort pour avoir du gaz un petit peu n'importe où. Dans tous les pays, je veux dire. Mais parlez pas d'économie, parce que là, on a dépassé les 1000 € pour l'installation GPL. À vous de choisir. Ça, c'est pour le gaz. C'est assez long, mais je suis désolé, j'étais obligé d'en parler. Bon, donc on a parlé de tout ce qui était, voilà, l'électricité. Si vous êtes encore avec des batteries plomb, regardez vos niveaux, bien évidemment. En ce qui me concerne, il y a plus longtemps que j'ai oublié ça maintenant. Donc, vous avez fait vos niveaux, à la fois dans les liquides, les vidanges, toutes ces choses-là. Vous avez fait, regardez vous-même la pression à vos pneumatiques. Regardez bien les valeurs de pression maximum que le pneumatique peut encaisser, l'état de vos pneumatiques, le moteur, le gaz, les lyres, tout est OK. Il y a un point sur lequel il faut aussi, c'est-à-dire toute la partie paperasse. Paperasse, c'est-à-dire, bien sûr, je ne vous parle pas de l'assurance du véhicule, ça c'est obligatoire. Je vous parle de la partie paperasse. Exemple, vous avez un drone. Renseignez-vous à savoir si dans le pays que vous allez, vous avez droit de voler. Je sais, j'ai un drone et je suis obligé de regarder ça. Parce que certains pays même n'acceptent pas de drone. Je dis bien n'acceptent pas de drone. La législation en vigueur sur les drones est assez particulière. Ensuite, pensez à une chose, c'est de prendre des photos de tout ce que vous avez dans votre camping-car. C'est-à-dire la montre, les bijoux, l'appareil photo, le bras de télécommande, tout ce qui est, entre guillemets, assuré contre le vol du camping-car. Bien évidemment, le vol du camping-car, il faudra tout un tas de conditions. Une alarme, c'est pas mal. Et puis d'autres astuces de coupe-circuit, je dirais. Alors je peux pas en parler. Pourquoi? Parce que si je vous dévoilais le coupe-circuit que je mets dans le camping-car, ça voudrait dire, allez-y, maintenant vous pouvez me le voler, vous savez où il est, vous savez comment ça fonctionne. Donc forcément, c'est une astuce que je peux pas vous donner. Mais voilà, il y a toutes ces choses-là. Alarme périmétrique, volumétrique, ça c'est aussi une chose qu'il faut bien différencier. Périmétrique, c'est-à-dire que toutes vos baies, toutes vos portes de soute, de ceci, de cela, sont connectées à l'alarme, et vous pouvez, si vous avez une alarme de zone, ce qu'on appelle, vous pouvez très bien avoir le périmétrique, c'est-à-dire que si vous avez un petit monstre comme j'ai là, qui est couché à côté de moi, ma poupette, vous décidez d'aller faire des courses et vous la laissez dans le camping-car, à l'ombre, bien évidemment, ventilé, bien évidemment, avec de l'eau, là encore. Donc vous pouvez mettre votre alarme en périmétrique, c'est-à-dire que tant qu'on n'ouvre pas une porte, ça ne sonnera pas. Si vous le mettez en volumétrique, volume, c'est-à-dire que si votre animal bouge dans le camping-car, la volumétrique va se mettre en route, ça va sonner à tout va, alors que c'est uniquement parce que votre chien a bougé dans le véhicule. Si vous mettez une alarme de zone, si vous avez le périmétrique, vous mettez le périmétrique, c'est-à-dire que uniquement si quelqu'un vient ouvrir les portes, à ce moment-là, l'alarme se met en route. C'est beaucoup mieux pour l'animal. Donc vous avez fait les photos du matériel que vous avez dedans, des bijoux, de toutes ces choses-là. Vous mettez ça de côté. C'est beaucoup mieux. Vous avez ensuite les papiers qui, par exemple pour le drone, qui attestent comme quoi vous l'avez bien acheté. S'il fait, comme le mien, plus de 700, je sais même plus d'ailleurs la norme, c'est 250 grammes. Donc il faut l'immatriculer, il faut les papiers d'immatriculation, il faut toutes ces choses-là. Si vous avez un appareil photo, si vous avez tout un tas de choses neuves, ayez les papiers sur vous, c'est bien mieux. Un double aussi de vos papiers d'identité, de votre permis, de l'assurance, toutes ces choses-là, c'est nettement conseillé. Ensuite, quand je parle de double, il y a aussi un double de clé. Voilà. Un double de clé, et ça, plusieurs possibilités. Soit vous avez vous-même votre double dans la poche, ou attaché quelque part, soit
votre épouse, votre conjoint, peu importe, a ça directement, c'est que vous avez l'un et l'autre un double. Donc s'il y en a un qui le perd, l'autre l'a toujours. Alors, ça peut être bien, mais si, par malheur, vous allez sur la plage, vous avez vos papiers et surtout vos clés sur vous, vous vous faites piquer vos sacs, votre sacoche et tout ça, et ben vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Alors il existe plein de systèmes qui font que, alors soit magnétiques, qui font que vous pouvez cacher vos clés sous le camping-car. Alors bien sûr, quand je dis ça comme ça, il y en a qui se disent bah c'est facile, il suffit de regarder dessous. Non, il y a plein de caches possibles pour planquer la clé, le double pour ouvrir. Vous n'avez pas besoin de planquer la clé de contact. La clé de contact, vous la planquez dedans, le camping-car. Mais la clé pour ouvrir le camping-car, si c'est pas la même, eh ben vous la cachez quelque part. C'est tout petit, c'est tout plat. Vous la cachez quelque part, à l'extérieur du camping-car. Vous perdez vos papiers, ça peut arriver. Votre sacoche, vous la perdez, vous la faites voler. Vous n'avez plus les clés pour rentrer dans le camping-car. Ça veut dire qu'en plus, vous allez être obligé de casser quelque chose sur votre camping-car pour pouvoir rentrer. Absurde. Alors que si vous avez caché une clé quelque part, bien cachée, hein, j'en connais moi qui mettent, par exemple, la clé dans de la pâte à modeler, vous voyez, la pâte à modeler, qui colle ça à l'intérieur quelque part sous le camping-car, peint de la couleur de la carrosserie, du châssis, ainsi de suite. On la trouve pas, c'est impossible à voir. Et par contre, vous savez où elle est. Si toutefois vous perdez votre clé, vous savez qu'il y en a une qui est cachée là. Et vous pourrez réouvrir votre camping-car et récupérer là où vous aurez encore une fois caché la clé de contact. Une clé de contact, vous pourrez la récupérer et repartir avec votre camping-car. Croyez-moi, l'idée, elle fait son chemin. Un petit post-scriptum, j'ai passé au moins 4 heures ce matin. Concernant la surcharge, parce que quand on part en voyage, forcément, on n'emmène pas sa maison, mais on charge beaucoup de choses qui ne sont pas forcément utiles, mais comme on dit, cette fameuse phrase, au cas où, voilà. Et donc on se retrouve avec un camping-car qui est excessivement chargé, pour ne pas dire surchargé. Alors, j'ai appelé la gendarmerie, je leur ai posé la question, j'ai appelé les contrôles techniques, je leur ai posé la question, des écoles de conduite spécialisées dans le poids lourd, dans toutes ces choses-là, et je leur ai posé la question sur la surcharge. Leur réponse, elle est simple pour certains, compliquée pour d'autres. Alors, simple pour certains, je vais prendre l'exemple de la gendarmerie. Je leur ai posé la question qui est très simple. Où est-ce que je peux faire peser mon camping-car, puisque je suis, et l'on est, nous camping-caristes, responsables de notre véhicule s'il est en surcharge. D'accord ? On en est responsable. C'est-à-dire s'il y a un accident, un pneu qui éclate par exemple, que vous êtes en surcharge, l'assureur va dire « Ouais, bah c'est normal, votre pneu a éclaté parce que vous étiez en surcharge. » Si le pneu a plus de 10 ans, si. Le problème est que si on vient vous dire que vous étiez en surcharge et que c'est votre faute, faudrait au moins pour cela que l'on puisse peser son véhicule. Or, on ne peut pas peser son véhicule, et c'est là tout le problème, je me suis renseigné là-dessus. Alors les gendarmes m'ont dit, c'est très simple, nous de toute façon, quand un véhicule, entre guillemets, a le cul qui traîne par terre, on l'arrête, voilà. Donc, évitez d'avoir le cul qui traîne par terre, je dirais simplement. Pour ceux comme moi qui ont les coussins d'air à l'arrière, si vous êtes un petit peu, vous voyez que ça baisse un petit peu et que, augmentez la pression, vous pouvez aller jusqu'à 5 bars, on va dire, en charge sur les pneumatiques, pas les pneumatiques, mais sur les coussins d'air. D'accord ? Vous pouvez rouler entre, je dirais, 2 et 4,5 à peu près, rouler, je dis bien, entre 2 et 4,5. Voilà, vous remettez un petit peu plus de pression pour que le cul se relève un petit peu, pour ne pas subir le fait de se dire, tiens, celui-là, il doit être légèrement surchargé. Ça, c'est une première chose.
Ensuite, les contrôles techniques m'ont dit, si, bien sûr, on peut peser le véhicule, c'est-à-dire que vous, lors d'un contrôle technique, par exemple, vous pouvez leur demander de vous peser le véhicule. Alors, faut être malin. C'est-à-dire qu'il faut vider le véhicule complètement, ne pas avoir le plein de tout, hein, c'est-à-dire en eau, ne pas avoir le plein en carburant, ou alors vous avez le plein en carburant, mais pas le plein d'eau, pas tout ça, et vous faites peser votre véhicule. Pas d'affaires, rien du tout dedans, il est vide, vide, vide. La coquille dit vide, d'accord? Là, vous le faites peser, et à ce moment-là, vous savez à peu près combien vous pouvez mettre dedans. Il faut savoir, c'est que la moyenne, je dis bien la moyenne, c'est entre 250 et 500, on va dire, kilos de possibilité de charge de camping-car à vide. Là, ce sont les gendarmes, c'est l'école de conduite qui me l'a dit, et je le savais, mais voilà, j'ai la confirmation, et qui m'ont dit, voilà, le problème qu'il y a, c'est que quand on fait le plein d'eau, on va avoir par exemple 100 litres d'eau en plus, 100 kilos, on va faire le plein de carburant, 80 litres, on va dire 80 kilos, j'arrondis, hein. Donc ça fait déjà 180 kilos. Si vous avez 350 kilos, vous voyez, il ne vous reste plus grand-chose. Mais vous partez, vous, en ce qui me concerne, je fais le quintal, donc on arrive déjà à 250 kilos. Vous avez votre épouse, et bien votre épouse, si elle fait 60, 65 kilos, et ben voilà, on arrive tout de suite dans les limites. Vous mettez là-dessus 2 bouteilles, enfin 2 packs, un pack d'eau, un pack de bière, on va dire, plus 2-3 boîtes de conserve, des boîtes de pâté, je ne sais quoi, un apéritif, et ainsi de suite, plus les vêtements, et ben croyez-moi, vous êtes tout de suite à la limite de la surcharge, si vous n'êtes pas en surcharge. Donc méfiez-vous de cela, à savoir donc que j'ai pris quelques renseignements, c'est vrai qu'il y a très peu de contrôle de poids des camping-cars. Les gendarmes, comme ils m'ont dit, les pèse bébés, je leur ai posé la question, je vous dis, j'ai passé 4 heures, hein, donc croyez-moi, des questions j'en ai posé. Voilà, ils n'ont pas assez d'effectifs pour ça, ça peut se faire. C'est un fait, quand on n'a pas de chance, on tombe dessus, ça peut se faire, mais c'est relativement rare malgré tout, et ils ne peuvent pas peser tous les véhicules, camping-car par exemple, fourgons, vannes, tout ça, qui passent. Ils ne le feront que sur des véhicules pour lesquels ils ont remarqué le cul qui traînait. Voilà, c'est dit. J'ai fait à peu près le tour de ce sujet, je dirais, pour cette vidéo. À présent, il y a plein d'autres choses que l'on peut voir, plein d'autres choses que bien sûr, j'ai pas tout pris en compte. J'ai pris donc les choses, je dirais, essentielles, mais je pense que dans ces choses essentielles, certains passaient à côté. Alors, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Si cette vidéo vous a plu, likez. Et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.